Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Aujourd'hui, une petite vidéo réaction parce qu'en fait, j'étais un peu sur internet aujourd'hui, j'ai vu deux trois choses et ça m'a fait penser à certains sujets que j'ai pas forcément abordés sur la chaîne, donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion un peu d'en parler dans le cadre de ces vidéos de vlog. Et ça concerne tout particulièrement le chamanisme, voilà. Pour moi, c'est un thème central, hein. De toute façon, vous avez vu effectivement que sur la chaîne, je parle de domaines qui sont, on va dire, pas très conventionnels, même si aujourd'hui, ils sont de plus en plus, on va pas reconnus, mais en tout cas connus, et voilà, on en parle plus facilement qu'à une certaine époque. Mais voilà, il y a des choses qui, pour moi, en tout cas, me paraissent un peu étonnantes, on va dire ça comme ça. Après, je précise bien entendu qu'il s'agit, bien déjà de mon point de vue, que on est tous libres de faire et de penser ce qu'on veut. Voilà, donc je veux dire, je suis pas en train de juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Simplement, je vous donne mon appréciation, mon point de vue, et c'est en lien aussi un peu avec ma démarche, en fait, hein, que je présente dans la chaîne. Pourquoi c'est en lien avec ma démarche? Parce que, si vous voulez, à l'origine, moi, c'est vraiment cette philosophie, quoi, cette démarche philosophique qui m'anime. J'aime bien me poser des questions et comprendre un petit peu l'origine des choses et de quoi on parle. Quand j'ai commencé à lire de la philosophie en dehors de ce qu'on nous conseille de lire au lycée, et que je me suis intéressé donc à ce sujet-là, quoi, vraiment à cœur, eh bien, moi j'ai commencé à lire Platon en fait. J'ai commencé à aller aux origines de ce qu'on appelle la philosophie occidentale, hein, voilà. Et j'en ai tiré un certain nombre de conclusions. Voilà, et je pense aussi que qu'on a un peu cette idée qu'en fait, il y a toujours du progrès, que ce qui est du passé, c'est vraiment de l'ordre du passé, et que ça n'a plus cours aujourd'hui. Bon, voilà. Mais pour moi, pour moi, c'est pas complètement vrai, en fait. Dans le sens où on est vraiment dans des espèces de grands cycles, et il y a des choses qui reviennent. On est vraiment dans cette... On expérimente un petit peu des situations ou des archétypes. euh, qui vont certes parfois prendre une forme différente, mais qui vont toujours revenir en fait. Tout ça pour dire que, à mes yeux, il y a des principes et des choses qui sont intemporelles presque et universelles. Voilà. Donc, pour revenir au sujet du chamanisme, en fait, ce que j'ai vu en fait aujourd'hui, c'est vrai que je me suis dit, mais ouais, faudrait vraiment que j'en parle quoi. C'est tout ce qui concerne, je vais aller clairement, hein, je vais donner mon opinion, quitte à ce que vous ne soyez pas d'accord avec moi, et dans ces cas-là, voilà, ok, il n'y a pas de souci. Si vous voulez me dire à quel point j'ai tort, il n'y a pas de souci non plus. Mais ça concerne tout particulièrement ce qu'on appelle le chamanisme celtique. Et d'abord, dans un premier temps, j'ai envie de dire, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par celte en fait? Parce que je me suis intéressé à la question il y a très longtemps, quand je me repenchais sur notre histoire, tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'apprend pas forcément ça, en tout cas beaucoup à l'école. Donc voilà, il faut qu'on apprenne un peu par soi-même, quoi, qu'on se prenne un petit peu en main, parfois pour se cultiver véritablement. Et en fait, sur les Celtes, à proprement parler, au niveau des documents qu'on a aujourd'hui et des sources historiques, on n'a pas grand-chose en fait. On n'a vraiment pas grand-chose. À proprement parler, en fait, il n'y a que, je pense, des textes euh, qui ont été retranscrits à partir d'écrits donc de moines irlandais, qu'on a des documents qui sont historiques et qui nous permettent d'appréhender un petit peu mieux, concrètement parlant, la société celtique. Voilà. Après, il y a le livre de Jules César. Mais bon, on peut douter de la, comment dire, de la fiabilité de ce qu'il dit, même si de toute façon, d'un point de vue historique, peu importe les sources, on doute toujours, mais là, tout particulièrement par rapport à ce livre-là. Voilà. Après, je suis pas non plus un historien et un spécialiste, attention, hein. Mais en gros, en fait, on sait pas énormément de choses. On a des grandes lignes, si vous voulez, sur la société celtique, ou plutôt les sociétés celtiques, parce qu'en fait, il y en avait énormément. Il y avait différents peuples à travers l'Europe.
A priori, effectivement, les Celtes, donc on était un peuple en fait qui vient plutôt de l'Est, hein, des peuples des plaines en fait, qui ont migré de l'Est pour venir chez nous, a priori. Bon, tout ça est un peu confus. Est-ce qu'il y a des mélanges entre les Celtes et ce qu'on pourrait appeler des proto-Celtes, donc des peuples qui étaient déjà là avant en Europe? Peut-être, enfin on n'en sait rien en fait, voilà. Tout ça pour dire que c'est un peu flou en fait, voilà. Donc déjà ça c'est une première chose. Donc au niveau de leur pratique spirituelle, bah, c'est pareil, on sait que visiblement il y avait des cultes à certaines divinités, donc Cernunnos et entre autres, mais bon, voilà, il y a notamment les rôles des druides, donc voilà, on en parle un petit peu, qui étaient en fait, on va dire, un petit peu les savants de l'époque, on va dire ça comme ça. Euh, Ça veut dire qu'il y avait a priori différents types de spécialisation, a priori, voilà. Donc déjà, c'est un aspect des choses. Après, pour le reste, on a des connaissances, mais en fait, qui viennent plutôt de l'époque, comment dire, de ce qu'on appelle des Gaulois, qui sont déjà des Celtes romanisés, en fait. Voilà. On est quand même fortement d'influence romaine, quoi. Je veux dire, nous, en France et dans certains pays qui ont été vraiment, voilà, qui faisaient partie de l'Empire romain pendant un certain temps. Donc, en gros, on n'a plus vraiment d'éléments concrets sur lesquels se reposer. Ça, c'est un premier aspect des choses. Et de ce on voit dans ces documents, et même par rapport au rôle qu'avaient ces druides, à proprement parler, on pourrait rapprocher le rôle des druides un petit peu à la fonction des brahmanes, en fait, en Inde. Après, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire, il y a à la fois une fonction religieuse et à la fois une fonction, on va dire, presque scientifique, de sachant, de connaissant, de sage, en fait. Voilà. Bon. Ça, c'est vraiment, je dégrossis de façon très large, hein. Il est fait, comment dire, il n'y a aucune mention de pratique de chant, comment dire, de trance, au tambour, voilà. Il n'y a rien de tout ça, a priori. Euh, voilà, dans mes souvenirs. Après, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais je pense pas qu'on ait trouvé de nouveaux documents. Bon, je vais quand même revérifier. Par curiosité déjà, et puis par souci d'être un petit peu plus, voilà, dans cette démarche de rester bien rigoureux, quoi, on va dire ça comme ça, le plus possible. Mais il n'y a pas de notion de chamanisme. Et en plus, il faut bien rappeler aussi une chose, c'est que le chamanisme, c'est un terme en fait qu'on a créé nous, occidentaux, ok. Tout ça pour dire que quand je vois des choses qui s'appellent chamanisme celtique et des noms comme ça qui viennent en fait bah, de je ne sais où, euh, moi j'ai vu des choses comme Déo Celte, les trois cercles. euh, Franchement, moi, ça me parle pas en fait. Ça me parle pas et surtout, je me dis, surtout, mais enfin, d'où est-ce qu'il tire ça en fait? D'où est-ce que ça vient? Parce que ça peut paraître un petit peu bizarre pour certains, mais même si je me suis intéressé à des sujets voilà, donc non conventionnels, ben quand même, je peux retracer un petit peu d'où ça vient, qui c'est qui a, qui a relancé la pratique. Voilà, Michael Horner, ben, je sais que c'est un anthropologue. Lui, il dit effectivement, il explique dans ses livres ben, ses travaux en fait, en quoi il a été petit à petit amené à être confronté, on va dire, à ce phénomène de changement d'état de conscience. Voilà, qu'il a été influencé par des gens comme Mircea Eliade. Donc Mircea Eliade, c'est un historien des religions qui, qui fait des parallèles en fait sur la structure du monde invisible et des choses, comment dire, des concepts qui reviennent assez régulièrement entre les différents peuplades, donc qui nous permettent de comprendre qu'il y a quand même des phénomènes assez globaux quoi, qui sont très généralisés. Et, et chamanisme celtique, en fait, je ne sais pas sur quoi ça repose en fait. Et surtout, d'où est-ce qu'il tire ça je ne sais rien. Voilà. La question voilà, qui me turlupine, après, bien entendu, chacun fait ce qu'il veut. S'il y a des gens qui ont besoin de s'identifier à la culture celte,
Il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, en fait, qu'est-ce qu'on entend par culture celte? Parce que, en fait, bah, aujourd'hui, en Europe, deux peuples encore euh, véritablement, entre guillemets, et entre 15 guillemets chamaniques, il y a les Lapons, en fait, tout simplement. Il y a que eux, en fait. Attendez, les Lapons ou les Samis? Je confonds. Les Samis. Et je crois qu'en fait, on les appelle aussi les Lapons. Oh, voilà, je vais vérifier ça. Bon, bref. J'aurais dû repréciser ça parce que avant de faire la vidéo. Bon, bref. Et ce peuple-là, en fait, des Samis, donc ils sont en Scandinavie. Je crois que je suis de la Scandinavie. Bon. Et c'est eux les derniers en fait peuples proprement on va dire chamaniques avec des tambours tout ça où vraiment on a des traces voilà encore il n'y a pas si longtemps que ça en fait voilà on sait en fait que eux ils étaient vraiment dans cette culture cette tradition chamanique. Après pour les Celtes franchement moi j'ai des doutes je sais pas. Alors après ce qui me dérange un petit peu c'est que le problème de ça, c'est qu'en fait, dès lors qu'on ouvre la porte à ce genre d'affirmation-là, en fait, quelque part, tout le monde peut faire n'importe quoi. En fait, c'est ça le truc. Alors, bien entendu, bah oui, comme je me répète, mais bon, bah, c'est la liberté d'expression, la liberté de culte, enfin voilà, on a le droit de faire de dire ce qu'on veut. Le problème, c'est encore une fois d'entraîner des gens. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que finalement, est-ce qu'on se pose vraiment des questions ou pas, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? On suit des trucs et on se pose vraiment des questions. Et ça m'a fait repenser notamment à tout cet aspect New Age, en fait, qui existe depuis un certain nombre d'années. Moi, quand j'ai commencé à aller sur Internet, voilà, je suis tombé, comme plein d'autres, sur des textes New Age, de canalisation, etc., etc. Aujourd'hui, je crois que ça existe encore, par certains côtés. Et voilà, et je vous dis ça, c'est pas pour faire entre guillemets, mon vieux schnock. J'ai 42 ans et j'ai toujours, voilà, depuis le début, je lis ces textes et depuis le début, c'est pratiquement tout le temps les mêmes sauces en fait qui reviennent, le même schéma. Et on lit ça, et on se demande mais d'où ça vient, de quoi il parle, et surtout, quand on commence à avoir des éléments concrets, des conseils concrets, genre en gros, oui d'accord, tu es en train de me dire qu'on est en train de changer de dimension, ou je ne sais pas quoi, où il y a un maître ascensionné qui va débarquer, et quand il y a des éléments concrets de qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, finalement, dans notre quotidien pour, euh, pour, euh, pour se préparer à ça, ou pour améliorer des choses, ou pour suivre ce changement, parce que visiblement, il y a un changement de dimension. Bon. Eh bien, en fait, souvent, vous avez des éléments qui viennent de... Voilà, comme ça, sans justification. Je vais prendre un truc assez bateau, mais que je me souviens avoir déjà entendu, du style, bah, il faut arrêter de manger du sucre. Ah bon? Sauf que t'as envie de dire, attendez, le sucre, enfin, d'abord de quel sucre tu parles, quoi? Parce que les glucides, les carbohydrates, il y en a partout, c'est la base de notre alimentation par certains côtés. Donc voilà, bon, je vais pas rentrer sur le sujet alimentation dans cette vidéo-là, mais on pourra en reparler. Tu veux dire peut-être éviter de manger du sucre transformé? Bon, voilà, mais c'est pas forcément précisé. Ou alors, bien sûr, le grand classique, c'est non, mais il faut arrêter de manger de la viande, des produits animaux, tout ça, machin, voilà. Et là, bon, t'en vas dire, moi je remets toujours ça un peu dans un contexte global. Ouais, ok, mais comment tu fais pour des... Enfin, je veux dire, euh, là on parle d'ascension, c'est-à-dire là vous êtes en train de dire que toute l'humanité est en train d'évoluer et de changer de dimension, donc j'ai envie de dire, il faut que ce que tu dis, il faut quand même que ça puisse s'appliquer partout, quoi. Pour des peuples qui vivent dans des conditions de vie où ils sont forcément obligés de se sustenter avec des aliments d'origine animale, alors pas forcément de la viande, hein, mais des produits laitiers ou même des œufs, voilà. Comment ils font alors? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la... Et là, c'est juste un exemple hein, par rapport à l'alimentation, mais en fait, on voit des textes comme ça qui tombent de je ne sais où, et quand on commence à aller sur des conseils concrets et pratiques,
Bah, pour moi, j'ai l'impression que alors peut-être que c'est moi qui suis un peu genre buté, et je suis d'origine allemande, hein, donc peut-être que je suis trop, vous voyez, hein, voilà, trop carré dans mon truc, mais je me dis, mais d'où est-ce que ça vient, et surtout pourquoi, quoi? Et surtout, à chaque fois, j'élargis le cadre et je me dis, mais attends, mais est-ce que c'est réalisable? Et puis finalement, c'est quoi la justification? Bon. Donc moi, je trouve que c'est pas parce qu'on s'intéresse à ces sujets-là, et c'est pour ça que je reviens souvent, notamment à l'approche de Michael Harner vis-à-vis du chamanisme. C'est pas parce que on s'intéresse à des sujets comme ça qui sont pas communs chez nous, hein, ça c'est clair, et donc non conventionnels, on va dire ça comme ça, et avec un côté un peu métaphysique, qu'il faut, entre guillemets, laisser la porte ouverte à n'importe quoi et à dire surtout n'importe quoi sans vérifier les sources et sans essayer un petit peu de faire preuve d'esprit critique en fait. Et de se demander, ouais, de se demander, bah, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Voilà, concrètement parlant, tu veux dire quoi? C'est quoi le. C'est qu'est-ce qu'on en fait en fait? Vous voyez, et pour moi, ça fait partie vraiment de la démarche holistique et de cette démarche philosophique de recherche de sagesse. C'est l'esprit critique. Quand je reprends un petit peu justement les textes de Platon, où il faisait parler son maître Socrate, alors on ne sait pas s'il faisait que parler Socrate ou s'il a rajouté des choses, je pense que c'est un peu des deux, mais, mais vraiment, il y avait ce questionnement, en fait. Ce questionnement, voilà. Il faut se poser des questions. Voilà. Après, quelque part, je comprends. Moi, je pense que ce qui alimente tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Donc, c'est pas une mauvaise chose, mais qui sont en recherche, qui comprennent enfin, voilà, que leur vie n'a pas vraiment de sens dans cette société, qu'ils se sentent pas bien et ils ont envie d'aller vers autre chose et de s'intéresser à d'autres sujets, de se sentir mieux en fait. Donc, encore une fois, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, ça part même d'une bonne intention, je pense. Le problème, c'est que on peut vite tomber sur des individus et des personnes qui sont trop affirmatives dans ce qu'elles disent et qui sont convaincus peut-être de ce qu'elles disent, mais sans qu'il y ait vraiment de recherche sur le fond, quoi. Et sans qu'il y ait vraiment de véritables questionnements. Moi, quand je vois des... Alors, je vais citer personne hein, dans la vidéo aujourd'hui, hein, voilà. Je vais citer personne, parce que c'est pas mal de faire ça. Mais quand je vois des vidéos, en fait, de gens qui parlent, qui parlent de certains de ces sujets-là, et j'ai l'impression qu'entre guillemets, on rentre dans ma tête, en fait, pour me forcer à penser quelque chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On sent, en fait, parfois, qu'il y a une espèce d'intrusion. Enfin, on sent que... Voilà, on sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà, je pense que vous l'avez déjà senti, ça. Bon, j'espère qu'en tout cas, en regardant mes vidéos, vous n'avez pas cette sensation-là. En tout cas, c'est pas mon objectif. Je le souhaite, en tout cas. Mais quand j'ai cette sensation-là, et surtout quand j'entends la personne dire des trucs, des choses complètement, justement, insensées, qui veulent rien dire, moi, je fais, non, mais, en fait, je n'écoute pas. Pour moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est... Encore une fois, pour moi, l'important, c'est vraiment ce qu'on va en retirer de façon pratique et pragmatique. Et je pense que parfois, surtout qu'on est dans une recherche, tout ça, et euh, qu'on se pose des questions et on a besoin un peu d'être guidé, vous voyez, on peut tomber sur des gens qui savent très bien parler parfois, qui sont parfois très charismatiques, très magnétiques, et qui présentent bien physiquement, hein. Ça joue un petit peu quand même, hein, le physique, hein, on va pas se mentir, hein. Voilà, je suis désolé, hein, mais on est d'accord que ça joue. Et du coup, en fait, on peut vite être pris dans le piège, en fait, entre guillemets. Je parle de piège parce que, après, je dis pas que ces gens-là vont forcément avoir une main mise, mais ça peut quand même. Ça peut. En tout cas, ils vont créer comme une espèce de mouvement autour d'eux. Et, et bon, bah voilà, après, on reste pris dedans. Et le problème, pour moi, c'est que, en fait, quelque part, il y a une espèce de mentorat qui va se mettre en place. Et tout va
passer tout. C'est comme si la personne devient un petit peu un référent, quoi. Voilà. Et, et ça peut être une mauvaise chose, je pense. Voilà. Ça peut être une mauvaise chose dans le sens où, pour moi, le plus important, c'est quand même de garder son esprit critique et sa liberté individuelle, en fait. Et quand on reste trop centré sur une personne, et là je parle vraiment d'un point de vue psychologique, et pour faire un rapprochement notamment avec la psychologie jungienne, on peut être amené à faire une projection dans notre inconscient, et en fait, ben, on n'objectivise pas vraiment ce contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, simplement, on le projette, voilà, sur la personne. Et ben, ça peut nous amener dans un état de stase, en fait, voilà. Bon, et puis de toute façon, bon, après, on va pas, comme je vous disais, hein, c'est si les gens ils sont contents et qu'ils y trouvent du bonheur et qu'ils sont heureux comme ça, bah, tant mieux pour eux, je veux dire, il y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, ça m'interpelle, quoi. Je comprends pas en tout cas. Ça me surprend. Mais bon, c'est comme ça, tant mieux. Et puis peut-être que c'est moi qui ai tort, et peut-être que je suis trop pragmatique dans mon approche et que j'ai besoin de moins me prendre la tête, j'en sais rien. Mais quand on parle par exemple de portail énergétique, oui, un portail énergétique, alors je sais plus si c'est la mode en ce moment, mais à une époque c'était ça. Oui, un portail énergétique, il faut se connecter à telle date, tel jour, tout ça, machin. Et là, moi j'ai envie de dire, mais d'où tu tiens ça? Enfin, qui c'est quelle est l'autorité en fait? Enfin, d'où vous sortez ça, quoi? C'est exactement comme à l'époque, quand j'avais 20 ans, mon Dieu, ça remonte un peu quand même, hein. Donc il y a moins de vingtaine d'années maintenant, euh, il y avait cette histoire des calendriers Mayas, je me rappelle de ça, et il y avait, non, non, mais là, selon le calendrier des Mayas, à telle date, il va y avoir un grand changement sur Terre, tout ça, machin, voilà. Franchement, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'évolution, de changement d'environnement de façon très globale, mais moi je me demande où ça, enfin, si c'est vraiment réel, quoi. Je suis désolé hein, de casser un petit peu le truc, mais pour moi tout ça, c'est un peu ça reste un peu des refuges en fait. Comme je vous dis, souvent on se demande mais d'où ça vient, et puis surtout concrètement parlant, voilà. Je suis pas en train de dire que les choses ne sont pas en train d'évoluer positivement par certains côtés, mais j'ai envie de dire, d'un point de vue, en prenant un exemple du King, c'est pas qu'elles évoluent positivement, elles évoluent quoi. Voilà. Pas forcément que positivement, mais elles évoluent. Le plus important, c'est qu'elles évoluent. Et cette notion, enfin, voilà, toute cette croyance, cette notion que forcément on évolue toujours vers le haut, vous voyez, ce truc d'ascension, pour moi, c'est complètement farfelu, quoi. Je suis désolé, mais je demande encore de me dire, mais sur quoi vous vous basez? Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de reliquat christianique derrière, où on a l'impression qu'il faut de plus en plus s'élever, quoi. Vous voyez? Limite qu'il faut quitter la matière. Mais non, non, la matière, c'est bien. Et ça, c'est un truc qui est super cool avec le chamanisme, parce que justement, on refait ce lien entre les énergies du haut et les énergies du bas, entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Mais la matière, c'est bien la matière. Alors certes, c'est pas toujours agréable, pas toujours facile, mais quelle aventure, quelle expérimentation. D'un point de vue effectivement chamanique, le monde du milieu, c'est assez rock'n'roll, on va dire ça comme ça, mais c'est un champ des possibles, un champ justement d'évolution qui est chouette, quoi. Mais ce que je veux dire par évolution, c'est que c'est pas forcément une évolution genre en ascension, quoi. Vous voyez? Parce que le problème de ça, c'est que on va trop se connecter, on va vouloir se connecter entre guillemets à ce qu'on appelle l'énergie lumineuse, et on oublie l'énergie qui vient d'en bas. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans cette construction qu'a mis en place l'Église, les églises en fait, hein, catholiques et on va dire les églises chrétiennes, où voilà, où en gros on est dans cette philosophie où la matière c'est forcément mauvais, l'incarnation c'est forcément mauvais, la nature c'est forcément mauvais, tout ça. Et moi je pense que c'est ça qui justement crée des déséquilibres. Je suis peut-être un petit peu naïf, mais je pense, enfin, je l'ai expérimenté, on va dire ça comme ça, c'est mon ressenti, que la nature est plutôt bien faite en fait. Et la nature c'est nous aussi.
on est plutôt pas trop mal fait quand même. Franchement, au niveau du corps, la structure de notre psyché, vraiment, on peut remercier, hein. Et donc, voulant se détacher de ça, quelque part, c'est comme si ça me créait un espèce de déphasage, en fait. Une espèce de schizophrénie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en fait, tu veux, tu veux te dissocier de toi-même, quoi. Bon, alors déjà que c'est assez compliqué de travailler sur nous pour être plus complet, être vraiment dans ce processus d'individuation, là, carrément, tu veux te dissocier de toi-même. Bah, c'est comme ça que pour moi, il y a plein de gens qui font du chamanisme ou de l'énergétique ou certaines pratiques méditatives, spirituelles, qui, pour faire écho à ce que je disais hier, qui vont beaucoup trop loin et qui, au bout d'un moment, bah, il y en a qui perdent pied, quoi. Voilà, hein. Alors, j'ai fait quand même un petit parallèle par rapport à l'alimentation, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, là. C'est un vaste sujet, l'alimentation. Je referai peut-être une vidéo vraiment spécifique là-dessus, parce que ça touche à pas mal de trucs. Mais euh, l'alimentation, c'est vraiment un gros problème chez nous en Occident, quoi. Enfin, pour moi, dans le sens où c'est un problème dans le sens où on se prend la tête là-dessus. Parce qu'on est dans une, dans une, dans un, comment dire, un statut aujourd'hui, une situation où on est vraiment dans l'abondance, et du coup, on peut se permettre, en fait, de chipoter sur certaines choses. Mais pour encore une bonne partie de l'humanité, et en tout cas les peuples traditionnels, l'alimentation, pour eux, ils suivent l'alimentation de leurs ancêtres, quoi. Je veux dire, y en a qui vont manger pratiquement tous les mêmes plats chaque semaine, même pratiquement tous les jours. Et c'est pas forcément un souci, hein, parce que si les besoins fondamentaux nutritionnels sont comblés, ben, en soi, c'est pas un problème, hein. Alors je suis en train de dire ça, mais il y a quand même des variations selon les saisons, tout ça, machin. Mais bon, faut quand même le garder dans la tête. Et je trouve que souvent on est trop anthropocentriste en fait. On a l'impression, enfin moi j'ai l'impression qu'on n'élargit pas un peu notre champ, quoi. Qu'il n'y a pas que nous en fait, peuples occidentaux, dans le monde. Notamment quand on parle de chamanisme, bah, c'est le moment justement de se mettre à la place de peuplades qui sont encore dans cette spiritualité chamanique en fait. C'est eux en fait peut-être qui ont gardé le bon sens terrien. Voilà. Et je pense que du coup c'est important de prendre ça en considération. On peut très facilement se créer des espèces de dogmes et des pensées figées et limitantes et se fermer à certaines choses en fait. Pour moi c'est ça. Et pour moi le problème de ça c'est que ben, on n'est plus vraiment dans une recherche de sagesse, quoi. On n'est plus vraiment dans un questionnement et un travail global. Voilà. On s'est enfermé dans une vision et on n'essaie pas et on n'est pas dans une remise en question, tout simplement. Voilà. Donc après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Encore une fois, je critique pas voilà, les gens qui se disent sur du chamanisme celtique ou du chamanisme de n'importe quelle tradition. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que quand on affirme certaines choses ou qu'on se dit être des choses, parce que moi, par exemple, je me définis pas comme chaman, hein. Alors, peut-être que ça peut m'amener de le dire, mais pour rigoler un petit peu comme ça au second degré, mais je me dis pas chaman en fait. Ou alors chaman en sens pratiquant en fait du changement d'état de conscience au tambour. Mais après, en tant que fonction, on va dire, sociale dans un contexte culturel donné, parce que c'est ça quand même, faut pas l'oublier, ben alors non, on n'a pas de chaman chez nous. Ça n'existe pas. Voilà. Ça ne va pas forcément dire que ça peut pas exister dans le futur, mais ça n'existe pas. Donc se créer un personnage, se mettre en scène dans des photos avec son tambour, tout ça, machin, ok, ok, mais franchement, là, c'est... Pour moi, il y a un petit côté un petit peu marketing quoi derrière, je suis désolé. Après, oui, c'est sympa, mais enfin, pour moi, c'est pas le plus important en fait. Voilà. Et je me réfère vraiment aux travaux, notamment de Michael Lerner et de ce qu'ils font à la FSS, même si sans doute qu'à la FSS, au bout d'un moment, donc la Foundation for Shamanic Studies, ils sont peut-être très universitaires, très scolaires en anglais, voilà.
bon, je pense que tu suis le truc. Voilà, tu peux pas, t'as pas trop de liberté en fait, hein. Et puis il y a quand même peut-être le côté académique où en gros le patron, le président il décide, tout ça, enfin bref. Bon, je pense qu'au bout d'un moment tu peux en avoir un peu ras-le-bol quoi. Je peux comprendre que des gens comme par exemple Laurent Agueli qui a fait je sais pas combien d'années de séminaire à la FSS, au bout d'un moment il a besoin un peu de sortir ou de prendre ses libertés, ou quelqu'un comme Louis Théa, ou comment ça s'appelle, Sandrine Germain, voilà, qui était à la FSS au début, qui après on est parti. Bon, je peux comprendre. Mais après, c'est bien aussi d'avoir une structure comme la FSS qui est impersonnelle, même si effectivement elle est liée à son fondateur, parce que c'est quand même Michael Lerner qui a initié le truc, bon, ok. Mais après, il y a une structure en fait du contenu, il y a une approche quand même assez scientifique, oui. Pour moi, je veux dire scientifique, hein, vraiment dans le sens anthropologique du terme, dans le sens où on expérimente, voilà, des choses, ok. Si ils sont pas contents, ok, tant pis pour eux. Mais dans cette démarche-là, en fait, la FSS, c'est super bien. C'est pour ça que je recommande. D'autant plus que, il, comment dire, il ne s'affilie pas à une tradition, en fait. Parce que pratiquer le chamanisme de telle tradition, en fait, bon, il faudrait, il faudrait être de la... Ouais, j'ai envie de dire, il faudrait être de la culture et de la tradition. Oui, ben oui. Parce qu'on peut pas dissocier, par exemple, le chamanisme mongol, si tant est qu'il y en ait un seul, parce que peut-être qu'il y en a même plusieurs, franchement, j'en sais rien. Mais on peut pas dissocier le chamanisme mongol de la culture, de leurs croyances, de leur cosmo, leur façon de voir en fait le monde invisible, tout ça. On peut pas dissocier ça en fait. Alors, on va reprocher à la FSS effectivement, de faire de l'appropriation culturelle. Oui, Michael Lerner, il a pris, alors j'ai entendu de ça, oui, il a récupéré il s'est inspiré de certains rituels, tout ça. Oui, bon. Après, des échanges culturels et d'inspiration, j'ai envie de dire, les amis, il y en a eu partout, hein, je veux dire, hein. C'est comme ça, ça fait partie. Voilà, on va copier un petit peu ce qu'il y a chez le voisin, parce que bah, le voisin, il a fait des choses bien. Donc, quelque part, c'est pas non plus forcément une mauvaise chose. Là où ça serait une mauvaise chose, c'est dire que on a copié, on vraiment fait pareil ou en mieux, quoi. Voilà. Non, la démarche de la FSS, c'est de ne pas se rattacher à une tradition et de pratiquer, en fait. Vraiment de pratiquer. Et c'est ça, je trouve ça vraiment super bien. C'est vraiment, on est vraiment dans cette espèce de liberté, voilà. Le problème, encore une fois, c'est de trop se référer à un contexte culturel et une tradition donnée, surtout sans savoir, en fait, d'où ça vient, de quoi on parle. Encore une fois, je suis désolé, mais il n'y a plus de Celtes aujourd'hui, quoi. Il y a des traces, certes, dans certains peuples en Europe, peut-être plus du côté du nord de l'Angleterre, ou en Irlande, ou peut-être en Bretagne. Oui, je sais qu'ils vont plus se revendiquer effectivement celtes, d'accord. Après, c'était un groupe parmi d'autres des Celtes. Des Celtes, il y en avait plein en fait en Europe. Il y avait les Celtes de Belgique, il y avait les Celtes de, je sais pas, du centre de la France. Bon, voilà. C'était assez, je pense, un peu à l'image de nos régions aujourd'hui, quoi. Il y avait quand même des différences un petit peu, même si sur le fond, peut-être que la langue était... Non, je pense que la langue n'était pas forcément la même. Déjà, quand on voit les patois locaux, comment ils ont évolué, là, imaginez à l'époque celtique, où les distances voilà, les distances étaient plus importantes, en fait, en termes de trajet qu'aujourd'hui. Donc, tout ce qui est des langues et tout, enfin, vous voyez, il y avait quand même au niveau local, dans l'échelle d'un pays comme la France, il y avait effectivement plusieurs identités. Bon, ben tout ça, oui, ça a disparu, en fait. Ça a assimilé, alors volontairement ou involontairement, peut-être un peu par la force au début, certes. Alors, on va pas idéaliser les Romains, mais aujourd'hui, pour moi, la flamme n'y est plus. Voilà. Et je me rappelle, j'avais lu un bouquin d'un auteur où il disait clairement que lui, il avait été initié au chamanisme celtique par une vieille dame, je sais pas. Je suis désolé, je vais dire oui, peut-être. Ok. Mais dans ces cas-là, j'attends de voir. Et quand je vois après, et je me rappelle dans le bouquin qu'on retrouve les mêmes choses en fait qu'on voit dans la FSS, avec le monde d'en bas, le monde d'en haut, je fais bon, bah, en fait, ok, bon, d'accord. Alors oui, effectivement, ben, ça conforte l'idée que ben, les voyages chamaniques, peu importe de quelle
quelle culture on retrouve les mêmes choses. Voilà, on descend dans le monde d'en bas, on va dans le monde d'en haut, voilà. Après, pour le reste, bon, franchement, voilà, moi je demande à voir en tout cas. Et surtout, je me demande en fait euh, quel intérêt en fait on a. Tout ça, encore pourquoi? Parce que avant aussi de faire le chamanisme, au tambour, avant de m'intéresser à ça, je m'intéressais à la psychologie jungienne, je me posais des questions par rapport au bouddhisme, par rapport au phénomène d'identification qui est parlé, qui est discuté dans les textes bouddhiques. Voilà, parce que bon, je parle Sun Jung, mais Jung, il n'a pas non plus tout inventé, hein, je veux dire, hein, il s'est aussi inspiré de certaines choses, hein, voilà, qu'il le veuille ou non, je veux dire, voilà. Mais c'est pas, il a pas, tout n'est pas nouveau en fait dans ce qu'il dit. C'est simplement, c'est la façon, le fait qu'il rassemble un peu tout, les mots qu'il va employer, tout ça, voilà. Mais ce phénomène d'identification, il est vraiment explicité clairement dans la philosophie bouddhiste. À quel point ça peut être problématique en fait. Et donc, en quoi tu as besoin de t'identifier en fait à une tradition donnée comme ça, à une culture, et de te créer un personnage, et en quoi vraiment ça va t'aider dans ton chemin d'évolution. Moi, c'est ça en fait, la question que je me pose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'encore une fois, pour moi, tout ça n'a de sens. Enfin, pour moi, n'a de sens. Pour moi, tout ça a un véritable intérêt quand ça nous aide vraiment dans ce processus de transformation intérieure en fait. Et comme j'ai dit souvent dans mes ateliers, en soi, je disais aux gens qui participaient à mes ateliers de chamanisme au tambour, que vous fassiez un super voyage chamanique, vous voyez plein de trucs, c'est génial, c'est rock'n'roll, tout ce que vous voulez, c'est super. Ça a fait un très beau voyage, ça vous a fait du bien. Bon, bah, tant mieux, ok. Mais après, presque le plus important, c'est, ok, mais qu'est-ce que tu en retires de tout ça? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que tu veux en, en faire dans ta vie quotidienne? Vous voyez? Parce que à la base, le chamanisme, il est en lien avec les peuples des plaines, donc les plaines, pardon, excusez-moi, les peuples nomades, et en lien avec ce besoin de survie en fait. Et le chamanisme, c'est presque un système de survie quoi, de base. Donc, donc il y a quand même ce côté concret et pragmatique qui est important de prendre en considération. Alors certains diront oui, mais le plus important c'est l'expérience, tout ça, machin. Ouais, mais ok. Ben, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, hein. Si effectivement pour toi le plus important c'est de te sentir bien, bon ben d'accord. Mais après, tu es dans un monde où tu peux pas être tout le temps en état de conscience chamanique, hein. C'est pas possible. Voilà, et comme je disais hier dans ma vidéo, pour moi le plus important dans cette démarche holistique, c'est de faire des liens, des ponts. C'est pas de s'enfermer dans un truc, c'est de créer du lien. Et c'est que ce que tu fasses soit abordable en fait. Et c'est que tu t'intègres en fait à la société. Pas que tu restes dans ton. Tu te crées ta bulle en fait et tu te cloisonnes en fait. Parce que je parle souvent du quatrième circuit en disant qu'effectivement il est problématique. Et voilà, parce que c'est vrai qu'il est problématique. C'est compliqué la dimension sociale. Bon. Mais c'est parce qu'en fait elle est tellement importante. On a besoin du tissu social quoi. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait il faut quand même que par rapport au voyage chamanique, qu'il y ait quand même des éléments qui soient concret, qu'on en retire quelque chose et qu'on essaie de mettre ça en application. C'est là en fait le vrai travail. Voilà. Et donc par rapport à tous ces espèces, comment dire, ces espèces de connaissances, de choses qui vous viennent comme ça, enfin, posez-vous des questions. Moi je pense que le plus important c'est ça. Posez-vous des questions, suivez votre instinct, suivez vos sens psychiques. Je vous ramène à ma vidéo sur les sens psychiques parce que j'en reparlerai, c'est super important. Parce qu'en fait, quelque part, on se rend pas compte, mais ben on en a, on baigne dedans en fait. On baigne dedans, hein, voilà. Il y a des exemples encore. Hier soir, j'ai regardé une série où clairement un des personnages, son père décède et une de ses, enfin sa fille, au moment où il décède, il montre clairement qu'elle ressent en fait qui meurt. Alors vous allez dire oui, mais c'est une fiction, tout ça. Oui, mais franchement, croyez pas que ça a pas arrivé à des personnes comme ça. Je suis sûr que c'est déjà arrivé. Comme des gens qui voient en fait
l'esprit, clairement l'esprit, l'âme de la personne qui est en train de mourir, il la voit en fait, il voit la personne comme s'il lui rendait une dernière visite avant de partir. Donc, tout à l'heure, je relisais le début du Viking, traduction d'Étienne Perrault, basée sur celle de Richard Wilhelm, où Étienne Perrault expliquait qu'en fait, Jung, il a vu clairement l'âme, enfin l'âme et l'esprit de Richard Wilhelm au moment, alors qu'il était en train de mourir et qu'il allait partir en fait. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui nous font dire qu'en fait, on vit dans cette réalité-là. Et, et on a besoin d'appréhender toutes ces choses-là avec des outils concrets et pragmatiques. Le chamanisme nous permet de faire ça. L'énergétique, si elle est abordée de façon saine et correcte, nous permet de faire ça. On veut travailler sur notre inconscient, on a besoin d'outils, de guides, et bien justement la psychologie des profondeurs nous aide pour faire ça. Et moi, c'est vraiment ça qui m'anime en fait, et c'est ça que je trouve le plus important. Et après, chacun pense et fait ce qu'il veut, il n'y a aucun souci, bien entendu, mais il faut quand même avoir un petit peu cet esprit critique, et je pense que c'est vraiment très important. Voilà. Allez, je vais vous laisser là-dessus, je pense que j'ai assez bavardé pour ce soir. À très vite, merci pour votre écoute, et je vous dis une très bonne soirée. À bientôt, au revoir.